Adrien Pouliot, comment ça va? Hey, ça va, M. Paquette, et vous? J'avais entendu, vous avez écouté un petit peu l'entrevue qu'on a faite avec Mme Jérôme Forget hier. Oui. En particulier, le bout où on posait des questions sur... Elle va faire partie d'un genre de comité là, pour... comment dirais-je, s'assurer que les entreprises québécoises se font pas ramasser par des grosses entreprises, là, puis qu'elle veut mettre un stop. Et on dit des achats hostiles. Ouais, les acquisitions hostiles. Qu'est-ce que, Adrien, toi qui es pour le libre marché, le vrai libre marché, la libre concurrence et tout le reste, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Mme Forgette. Je trouve que c'est une femme extraordinaire. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait pendant qu'elle était là. Mais je peux pas dire que je suis en accord avec ses arguments. Tu sais, elle dit bon, il faut protéger le petit village gaulois là, du Québec Inc. parce que d'abord, elle dit il y a 32 États aux États-Unis qui le font. Ouais, mais là, tu sais, si tu te jettes en bas du pont, t'es pas obligé de suivre non plus. Là, ouais. Et elle a parlé du mythe de l'actionnaire, les actionnaires touristes, des gens qui sont là rien que pour 2-3 mois pour essayer de faire monter le prix du stock puis de revendre après, des actionnaires à court terme. Mais tu sais, moi, j'en ai des actions de Rona, là. Puis quand il était question, quand il y a une espèce d'actionnaire touriste, un hedge fund, là, qui a voulu faire une offre, là, puis qui a dit, je vais en acheter, moi, j'aurais vendu, là. Ben oui, c'est ça. Toi, t'étais content, là, de t'en débarrasser. Puis lui, après ça, qu'il s'arrange avec. Si jamais ça marche pas, ça marche pas. Ben oui. Alors, bon, on a parlé aussi, là, de Mme Forgette a dit que, c'était bien important d'avoir des sièges sociaux ici, parce que c'était la philanthropie, puis ça encourage les bureaux d'avocats, tu sais, mais tu sais, c'est pas. Je regarde Alcan, là, puis Rio Tinto. Bon, le nouveau planétarium à Montréal, il s'appelle comment? C'est le planétarium Rio Tinto, là. Okay. Ouais. T'sais, alors donc, philanthropie, là, ils en ont donné de l'argent. Ils en ont fait quand même. Ils en donnent de l'argent à Rio Tinto à bien du monde, là. Alors donc, c'est pas. En fait, il faut vraiment regarder, là. Il faut pas se baser sur des candidatons puis des choses. Il faut vraiment faire les analyses. Puis la meilleure analyse qui a été faite, c'est un gars qui l'a fait en 2008 du Conference Board, Michael Goldblum, qui a étudié là en détail 30 acquisitions. Puis macro, là, il a étudié 200 compagnies puis 540 transactions. Puis en conclusion, il dit que c'est bon. Je veux dire, c'est sûr que pour certaines personnes qui sont des membres du conseil d'administration ou des avocats ou des comptables, pour eux autres, c'est pas bon, là. Parce que c'est sûr que le conseil d'administration, quand c'est acheté, là, le conseil d'administration local est dissous. Ouais. Mais souvent, les compagnies qui achètent de l'étranger, c'est pour investir dans la compagnie, c'est pour la faire grossir. Tu sais, le meilleur exemple, là, c'est Vanout, là. Vanout, c'est incroyable la croissance. Les cafés Vanout, là? Ouais, avec, ils ont été achetés par Green Mountain Roasters, puis écoute, les ventes sont en croissance, des investissements dans le secteur de Saint-Michel, ça coûte de dizaines puis dizaines de millions, puis ça crée des emplois. Tu sais, si ça avait été acheté par la Caisse de dépôt, là, je suis pas sûr que un monde qui connaissent rien dans le café. Je veux dire, un monde bureaucrate de la Caisse de dépôt, est-ce qu'il aurait donné toute cette énergie-là à Sylvain Toutant de Vanout pour faire ça? Tu sais, je pense pas. Alors donc, il faut vraiment regarder c'est quoi la cause. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont, les sièges sociaux? Parce qu'il y a des départs volontaires aussi. Les départs volontaires... on s'inquiète qu'il y a des départs volontaires de sièges sociaux de Montréal, mais il y en a bien plus de Toronto. Ils s'en vont tous dans l'Ouest. Il s'en va dans l'Ouest. Il y a un déplacement vers l'Ouest présentement. À cause de ce qui se passe au niveau économique. Alors, si on veut retenir nos sièges sociaux au Québec ou en attirer, il faudrait rendre ça plus intéressant pour les sièges sociaux. Donc, diminuer la réglementation, diminuer les impôts. C'est comme ça qu'on attire des gens en mettant un mur de Berlin pour les empêcher de partir. Là, c'est pas une bonne façon de faire les choses. Puis moi, j'avais trouvé ça amusant que le Parti québécois fasse ça quand on sait qu'il y a un paquet de sièges sociaux qui sont partis justement en 76 quand ils sont arrivés au pouvoir. Ouais, j'ai bien aimé ta remarque. Elle avait pas beaucoup de réponses à ça. Non. Mais on l'aime bien quand même. Mais oui, mais c'est correct. Elle est vraiment intéressante. C'est vraiment le fun. Bon, OK. La ville de Détroit est en faillite, mon cher. Est-ce que ça pourrait arriver au Québec, ça? Non, ça pourrait pas arriver au Québec. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est dans le Canada, non? Ou non, c'est vrai que c'est une ville. C'est pas pareil, là. Ben, c'est ça. Alors donc, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question au Québec. Ça pourrait-tu nous arriver ici? Puis, bon, en théorie, la réponse est non parce que aux États-Unis, il y a une partie de la loi sur la faillite qui traite de la faillite des municipalités. Ah bon? Ça s'appelle le chapitre 9. Et donc, il y a tout un système là pour les municipalités qui veulent faire faillite. Au Canada, il n'y en a pas. Donc, en théorie, les municipalités ne peuvent pas faire faillite. Mais ça ne veut pas dire que les municipalités ne peuvent pas nous mettre dans le trouble financier. C'est ça, ouais. D'ailleurs, tu sais, la charte, ce qui est intéressant, c'est que la charte de la ville de Détroit l'empêchait de faire des déficits. Puis elle faisait pareil? Ben, c'est parce que c'est toujours un truc comptable. T'sais. Alors, tu fais tes déficits d'une autre façon. Tu vas faire tes déficits, mais c'est pas écrit dans tes états financiers, comme par exemple si
On sait que maintenant que sur les 18 milliards de dettes que Détroit a, il y en a 9 milliards qui sont des dettes causées soit par le régime de retraite ou les régimes d'avantages sociaux pour les retraités. Okay. Mais ça, c'est pas sur ton bilan parce que c'est des dettes futures. Ouais. Ou encore, ce qui est bien astucieux, c'est que tu crées une société paramunicipale. On est bien bon pour Montréal, tu sais, on est bien bon pour une filiale. Puis là, tu mets tes dettes là-dedans, tu sais, dans l'autre. C'est pas sur ton tes résultats. C'est pas sur tes résultats à toi, c'est sur les résultats d'une société. Comme un Bixi, là, aussi, là. C'est ça. Alors, Bixi, exactement, c'est ça. Alors, donc, faut faire attention, tu sais. Puis, de fait, au Québec, quand on regarde ça, Montréal et Québec, puis même, prenons les villes autres que Montréal et Québec, là, les dettes de régime de retraite ont augmenté de 55% en un an. Wow. De 2010 à 2011, c'est passé de 3,1 à 4,8 milliards. Bon, il y a peut-être des raisons ponctuelles. On sait que les taux d'intérêt sont très bas. Ça aide pas le régime de retraite. On sait que, mais il y a vraiment beaucoup plus de dettes à cause des régimes de retraite pour les villes, les petites villes et les moyennes villes. Puis on sait que les grosses villes, là, tu sais, si on prend la ville de Québec, ils ont un déficit de 730 millions dans leur régime de retraite. Puis là, ben, tant qu'à regarder le régime de retraite de la ville de Québec, là, c'est incroyable. Ben oui, c'est ridicule. Écoute, Martin, un travailleur manuel qui prend sa retraite peut faire plus d'argent à la retraite que le salaire qu'il gagnait avant de prendre sa retraite. Je te jure, il y en a qui font 102, 103 %. Oui, parce que là, tu payes plus de telle affaire, là. Au bout de net, t'en as plus, des fois. C'est vrai. Non, mais là, c'est pas net, là. C'est ce que tu reçois du régime de retraite. Ouais. Pour un travailleur manuel, ça peut aller jusqu'à 103 % de ce que tu faisais. Puis en plus de ça, t'as pas les mêmes dépenses, là. Oh, ouais. Puis à Montréal, ben là, à Montréal, on le sait, là, je veux dire, entre 2008 puis 2012, le montant de la contribution de la ville au régime de retraite a quadruplé. Ils ont été obligés de verser 500 quelques millions en 2012, alors qu'ils ont versé, en fait, c'est quasiment 600 millions en 2012 comparé à 200 millions en 2008. Ils n'ont pas fini de la retraite, les baby boomers, là. Ils n'ont pas fini. Non, c'est pas fini, là. Puis, alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que, ben, tu fais pas faillite, donc tu te retournes vers le gouvernement du Québec, là, tu crées à l'aide. C'est ça. Alors là, ben, le gouvernement du Québec est venu à l'aide de Montréal, hein. Ils ont versé, ils ont signé une entente pour un déboursé total de 460 millions pour renflouer la caisse des employés municipaux. Ben oui, puis pourquoi à Montréal puis pas aux autres? Ben là, pourquoi est-ce que les gens de Saint-Georges-de-Beauce puis de la ville de Québec puis de Sept-Îles payent pour les employés municipaux de Montréal? Là? Ça n'a aucun sens l'affaire, tu sais. Alors tu sais, puis là, en plus de ça, quand tu penses que il y a à peu près 60% des travailleurs québécois qui n'ont pas de régime de retraite offert par leur employeur, et là qu'on utilise les impôts qu'ils ont gagnés à la sueur de leur front pour financer, pour permettre à un employé municipal de se retirer avec son salaire intact, c'est flyé. Là. Puis, hey, Mme Jérôme Forget, hier, elle était d'accord avec moi sur le fait qu'on devrait tout arrêter ça, ces fonds de pension à montant déterminé, là, à prestation déterminée, là, tout ce que les employés des villes ont, du gouvernement du Québec et autres. Là. Elle était d'accord avec moi, puis elle dit, là, je suis plus ministre, elle dit, j'ai le droit de dire ce que je veux. Personnellement, elle dit, vous avez raison. Chacun met son montant, l'employeur met son montant, c'est mis dans une institution financière. Il n'y a pas personne qui peut aller jouer dedans. L'entreprise fait faillite, elle peut pas aller jouer dedans, le prendre. Tout est là. Elle était parfaitement d'accord avec ça. Elle dit, c'est ça qu'on devrait faire comme au Chili, je pense qu'elle donnait comme exemple. Ben, en fait, le Chili, c'est encore mieux que ça parce que ce qu'ils ont fait au Chili, c'est qu'ils ont dit à chaque personne, tu vas avoir ton compte à toi. Obligatoire il y a un montant obligatoire qui va là-dedans, puis tu peux pas en sortir. Et tu peux l'investir si tu veux, tu peux le faire investir par la caisse de dépôt, mettons, là, si ça se faisait ici, ou tu peux l'investir toi-même. Alors donc, à chaque mois ou à chaque année, tu vois le résultat de tes placements. Ben oui. Alors que là, actuellement, ben, c'est la RRQ, tu sais pas trop, puis on sait jamais trop tôt ce qu'on va avoir, puis le risque est assumé par l'État. Alors, mais donc, tout ça pour dire que les villes, des fois, peuvent aller, tu sais, nos villes sont peut-être pas en situation de faire faillite, mais il y a beaucoup de dettes cachées là-dedans. Il faut faire attention. Ouais. Tu parlais... Et l'autre chose qui est intéressante avec Détroit, c'est que c'est quoi les leçons qu'on peut tirer de ça? Et je pense qu'une des choses qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là? Et la raison pour laquelle ils en sont arrivés là, c'est que c'est une ville c'est une ville syndicale. Ben oui. Tu comprends bien avec les... et donc, la façon de penser, de négocier les conventions collectives syndicales avec l'automobile, ben ça a transpiré un peu vers le fonctionnariat. Et donc, le gouvernement de la ville de Détroit était un gouvernement obèse, très inefficace, qui avait, si tu prends par exemple une mesure de productivité des employés de Détroit,
il y avait pour chaque 50 habitants, il y avait un employé municipal. Wow. À Indianapolis, il y a 200 habitants pour un fonctionnaire. Il y a 4 fois moins de fonctionnaires par habitant à Indianapolis qu'à Détroit. Alors donc, il faut voir, tu sais, si on compare par exemple Indianapolis puis Détroit, je t'avais déjà parlé d'Indianapolis, je sais pas si tu te rappelles le maire je pense que c'est Goldblum son nom. Et écoute, lui... Il avait fait un ménage, lui, là. Lui avait fait un ménage incroyable. Puis la première chose qu'il avait faite, c'est qu'il avait formé un comité pour reviser chaque geste, chaque dépense du gouvernement avait été revisée. Et avec l'objectif de s'assurer que la qualité était plus élevée, que ça coûtait moins cher. Et ils ont sauvé, sur les 8 ans du maire, du terme du maire, ils ont sauvé 480 millions. Ils ont coupé les employés de 4 600 à 3 400. La dette a été recotée à la hausse en 3A, la ville d'Indianapolis, par Moody's. Et finalement, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ben, ils ont pris la théorie des pages jaunes. Excuse-moi, vas-y. La théorie des pages jaunes. Alors, donc, c'est le test des pages jaunes. N'importe quel service qui était rendu par la ville, ils regardaient s'il y avait un service similaire dans les pages jaunes. C'est une compagnie privée qui offrait le même genre. Alors, les poubelles, le déneigement, si c'était le gazon, tout ça. Et s'il y avait un service similaire dans les pages jaunes, il allait en appel d'offres. Oui, mais je vais t'arrêter tout de suite. Gars, Régis Labaume à Québec, là, les gens de Québec nous écoutent, là. Il a essayé de faire la même chose avec les gars des vidanges, justement, là. Ouais. Puis il vient de se faire cogner ses doigts, là. Faut qu'il donne 1 million quelque, puis là, la facture augmente, là, puis ça va peut-être monter à 2, 3, 4 millions, là, qu'il va falloir qu'il donne au syndicat des cols bleus de la ville de Québec, là. Mais moi, je pense que le maire Labaume est dans la bonne direction. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, en avril l'an passé, il y avait un mémo du directeur général, là, Alain Marcoux. Ouais. Il y avait eu des réflexions entre lui et ses cadres supérieurs pour voir comment est-ce qu'on pourrait couper les dépenses. Bon, évidemment, tu peux couper dans les services, mais c'est pas ça qu'ils ont fait à Indianapolis. Ils n'ont pas coupé dans les services. Ils ont simplement rendu les services plus efficaces. Alors donc, c'est les mêmes services. Je veux dire, tu sais, il y en a eu du déneigement, puis ils coupaient encore le gazon, mais c'était fait par des gens qui étaient plus productifs, plus efficaces, ou qui étaient motivés à être plus effectifs et plus efficaces. Tu sais, peut-être que la bombe l'a mal fait, son affaire, là. Peut-être qu'il a mal écoute, je sais pas comment est-ce qu'il l'a fait, mais c'est sûr que quand le directeur général de la ville, M. Marcoux, a dit l'an passé que, peut-être qu'on pourrait commencer à couper dans les piscines, puis couper le centre de glisse Méran, puis les patinoires, puis le parc nautique de Cap-Rouge, puis tout ça. Ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Puis, ce qu'il faut faire, c'est de rendre ça plus efficace, et ça peut être par des privatisations ou tout simplement mettre le privé en concurrence avec le public. Tu vas voir tes cols bleus, tu leur dis, écoutez, vous allez soumissionner pour la job contre le privé. Puis, si vous l'avez, ben c'est vous qui allez avoir la job. Parce que ça devient un choix, puis c'est un choix de personne. Tandis que, tu sais, quand il dit, m'a coupé la piscine, m'a coupé la plage chi, puis ça, moi, je vais dire, hey, la bombe, coupe ton maudit moulin image à la place, ça, c'est de la merde, tu sais. Ouais, c'est un choix de chacun, qu'est-ce que quelqu'un aime ou pas, ou il est dans son quartier qui veut pas perdre. Mais comme tu dis, si on veut rendre les gens plus efficaces, ça profite à tout le monde, que les gens soient plus efficaces, plus productifs, ça. Et Martin, si le maire Labaume coupe les piscines, s'il y a de la concurrence municipale, dans le sens où si tu peux aller... Puis là, c'est un problème parce qu'on a fusionné les villes, mais un des avantages de pas avoir des villes fusionnées, d'avoir beaucoup de petites villes, c'est que la concurrence entre les unes et les autres. Puis s'il y en a un qui augmente ses taxes municipales ou bien il coupe la piscine, ben là, tu dis, hey, moi, là, je vais sacrer mon camp puis je vais déménager. Puis on a vu ça beaucoup dans le West Island à Montréal. Tu sais, en concurrence entre Kirkland, Pointe-Claire, puis toutes les municipalités du West Island qui sont pas fusionnées, ça se concurrence, moi, en affaire, ça garde les scènes. Mais c'est sûr que les fusions, les grosses villes, ça n'a jamais été une bonne idée. Moi, non, c'est ça. J'ai jamais trouvé que c'est une brillante idée, là. Puis d'ailleurs, quand je te parlais tantôt du régime de retraite à 103% pour les travailleurs manuels de la Ville de Québec, ça a été une des conséquences des fusions, c'est qu'évidemment, tu fusionnes toujours, puis tu augmentes les conditions salariales. Hein. Il n'est jamais question de baisser. C'est ça, puis prenez l'exemple de Québec, prenez les taxes, c'est ceux qui ont payé le plus les augmentations, c'est les gens de Sainte-Foy puis Sillery qui, eux, étaient bien administrés dans le temps. Puis là, ben, ils payent pour les gaffes des autres, de Beauport, puis de Charlebourg, puis de Québec. Alors, il faut encourager l'initiative du maire Labaume, d'après moi, pas de couper dans les services, mais de voir si c'est des façons plus efficaces de le faire. Que ce soit en mettant les gens en concurrence ou en privatisant tout simplement. Dis-moi, tantôt, tu parlais de Détroit, puis là, ce qui est drôle, parce que dans l'État de Michigan, où est situé Détroit,
Eux autres, ils viennent de donner une subvention de 284 millions de dollars pour une nouvelle arena des Red Wings de Détroit. Puis M. Ilitch. Ah, là, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça. Bon, c'est pas la ville de Détroit, là, c'est l'État du Michigan. Ouais. Mais c'est un autre rêve, c'est un autre projet Saint-Laurent là, de François Legault. Là, je veux dire, c'est un autre. On va prendre 45 pâtés de maison, là, 45 rues, là, un quadrilatère de 45 rues, puis là, on va tout revitaliser ça, puis là, ça va être encore une affaire gouvernementale, puis tu vois qu'ils n'ont pas compris. Un château de cartes artificiel qui pourra tomber. Est-ce qu'on veut le mettre au centre-ville ou oui. Bon, au moins il va être en plein centre-ville. C'est déjà ça. Là. C'est pas comme le stade olympique. Mais le problème, c'est que là-bas, dans le coin de Détroit, entre autres, et bien d'autres villes américaines, les gens vont travailler au centre-ville. Quand ils finissent de travailler, ils roulent les trottoirs parce qu'il n'y a plus rien, parce que le monde vit tout dans les banlieues, à l'extérieur. Tout le monde vit dans les banlieues, sauf les pauvres qui restent au centre-ville, à peu près dans les taudis. C'est pas ça qui va faire que le monde va aller vivre au centre-ville, habiter là. Il faut qu'il y ait une ville, là. Il n'y a pas de ville. Il y a bien des villes américaines. Il n'y a pas de ville dans les centres-villes. C'est sûr, les grosses villes comme New York, Chicago, c'est différent, mais va-t'en à Cleveland, là. Regarde, moi, je suis allé à Cleveland un soir, puis tu peux pas sortir le soir. Tu peux pas sortir. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas personne. La seule chose qui reste, c'est des bombes. Il faut que tu baisses tes impôts de façon à encourager les gens à venir vivre au centre-ville puis de créer une vie. Tu peux essayer de le faire avec des plans de 5 ans quinquennaux là, à la soviétique, là, puis diriger l'économie. Puis, mais en fait, les gens iront pas pour ça. Ils vont y aller si ça leur tente. Puis si c'est une meilleure option pour eux d'être au centre-ville que d'être en banlieue. Pourquoi est-ce que les gens déménagent puis quittent l'île de Montréal? C'est souvent pour les taxes puis les services. Tu sais. Alors, donc il faut encourager les gens à venir à Détroit, par exemple, ou à Montréal en baissant les taxes puis pas en mettant des murs de Berlin pour les empêcher de partir. Là. Parlant de sport, le stade olympique, il y a des petites déchirures. Adrien, on fait quoi avec le stade olympique? Moi, ça fait longtemps. Là, moi, j'ai toujours dit quand les expos sont partis, on aurait dû sacrer ça à terre. Hey, toi, t'es pas d'accord avec moi? On aurait dû sacrer ça à terre? Mais c'est incroyable quand même quand tu vois ça, là. 2729 déchirures. C'est entre mai 2012, je pense, puis novembre 2012 à mai 2013. Ouais. C'est même pas un an. C'est ça. Hey, mais c'est incroyable. Mais c'est notre c'est notre modèle québécois là, tu sais. Puis là, on a eu Madame Bissonnette, tu sais l'ancienne du Devoir, puis la bibliothèque là qui perdait ses vitres. Oui, perdait ses vitres. Ben là, c'est assez vieux là parce que en décembre l'an passé, elle a sorti son rapport là, puis tu lis ça là, puis tu comprends rien. Donc, tu sais que ça n'a pas de bon sens là, tu sais. Elle disait qu'il fallait que les lieux deviennent un écosystème de l'activité physique, des loisirs et des sports de tous les niveaux pour tous les âges. C'est beau. Quelle belle poésie. C'est beau. Il faut que le Parc olympique offre un parcours d'éducation et de détente qui allie la nature, la science et la culture. Mais là, on a parlé l'autre jour avec quelqu'un, ils ont décidé de mettre un toit vert, là, justement autour du stade. Ils vont avoir une espèce de toit vert avec des plantes, avec des... Voyons, des... Oui, tout un kit de toit vert là, avec aussi des panneaux solaires, puis tu vas pouvoir les visiter ça, puis te promener à travers de ça. Là. Il y a 4000 personnes qui avaient participé à cette espèce de truc-là de Mme Bissonnette. Alors, on va designer le stade avec 4000 personnes, mais je suis allé voir les états financiers, parce que tu sais comment je suis. Je suis allé voir les états financiers du Parc olympique, puis... il m'a dit, là, c'est pas beau. Hein? Alors, ils ont 40 millions de revenus par année. Ah oui? Dont 22 millions en subvention. Oh. Ah bon? OK, là, je comprenais pas. Là, je comprenais pas, hein? Ouais, c'est ça, là. Alors, donc, 22 millions de revenus, à peu près, mettons, 19 millions Alors, 22 millions de revenus de subvention, 19 millions de toutes sortes d'autres revenus. Okay. Alors, les droits d'entrée, les loyers. Stationnement, quand même, quasiment 3 millions de dollars pour le stationnement. La vente d'énergie à des tiers. Ils vendent de l'énergie parce qu'ils ont tout un système de génération d'énergie. Les sous-locations, les redevances des concessionnaires. Ils ont même des revenus de souvenirs. Quasiment 600 000 $ de souvenirs là, de bebelles. Là, qui se vendent lors des événements. Oui, c'est ça. Alors donc, 19 millions de revenus, on va appeler ça des vrais revenus, là, puis 22 millions de revenus du gouvernement, de subventions du gouvernement. Et alors, dépenses? Les dépenses, rien que les employés réguliers. Les employés, mais il ne doit pas en avoir tant que ça, il se passe rien là-dedans. Oh, Martin. 11 millions. 11 millions en masse salariale. Non, seulement les employés réguliers. Ah, OK, c'est pas les cadres, ça, là. Ça, c'est les employés réguliers. En plus de ça, il y a les employés qui viennent, les temps partiels, qui viennent pour les événements. 3-4 millions pour ça. OK. Ensuite de ça, l'entretien, la sécurité, 8 millions. Déjà là, on vient de le bosser. OK, ça va bien. Électricité, gaz et mazout, 7 millions. OK.
Honoraires professionnels, ça, je sais pas si c'est Mme Bissonnette. Je sais pas si c'est le comité de Mme Bissonnette. Mais normalement, ça veut dire les avocats, les comptables, ça. 2 millions. Alors, au total, puis il y a l'amortissement des immobilisations, là, au total, donc, 46 millions de dépenses. Alors, même avec la subvention. Même avec la subvention de 22 millions, ils ont perdu 5 millions. Wow. Fait que là, l'année prochaine, ils vont avoir une plus grosse subvention de 5 millions. Ben oui, c'est sûr, parce que là, les autres, tu sais... Alors, tu sais, c'est quoi la solution? Je sais pas, tantôt, tu disais de le jeter à terre. Bon, on l'a pas jeté à terre. Moi, tu sais, mettons qu'on le donnait à quelqu'un. Ouais, mais tu le veux-tu, toi, Adrien? Non, mais mettons qu'on le donnait à, je sais pas, à une entreprise, là, puis on disait, écoute... fais tes bureaux avec ça. Es-tu capable de faire quelque chose? Un gros concessionnaire automobile? Ouais, genre Gravel ou je sais pas. Je sais pas, mais tu pourrais-tu louer, mettre des locaux dans la tour... Mais tu sais, ça revient, tu sais, on dit tout le temps. On pourrait essayer de le privatiser, peut-être. Mais toi, Adrien, on va faire on va mettre ça en soumission. On le vend en soumission, puis on commence à $0. Et même si Saputo le voulait pas. Mais non, mais tu sais, toi, Adrien, qui est dans business, là, tu le sais, là, l'important location. Ça n'a pas été un des premiers problèmes, là. Où est-ce qu'il a été construit, ce stade-là? Ben oui, je sais, là. Je te dis pas que ça va se vendre pour 3 millions. Non, mais mettons que ça se vendait pour 1 pièce. Ouais, mais ça vaudrait la peine de le vendre pour 1 pièce. Ça vaudrait la peine, certain. Peut-être même qu'on pourrait payer quelqu'un pour l'acheter. Ça serait peut-être pas... En ce moment, on perd quoi? On perd 20 millions, ça veut dire? 26 millions? Ben, 22 plus le 7, ça fait 27. Ça nous a coûté 27 millions cette année. Bon, mais pourquoi qu'on fait pas comme la ville de Glendale? On donne un montant à quelqu'un qui va le gérer. Ben, c'est ça, peut-être. Glendale, là, il donne 15 millions par année à un gars qui va gérer l'aréna, qui leur appartient. Et mon argument, c'est que plutôt que de donner ça à un comité qui décide qu'il faudrait que ça devienne un écosystème de l'activité physique, blablabla, on pourrait-tu peut-être penser à d'autres idées pour éviter que le contribuable de la province soit pris à financer cet éléphant blanc? C'est ça. Caroline. Ouais. As-tu été à la ronde? As-tu apporté ton lunch? Ah, la ronde. Ben, en fait, ça me fait un peu rire parce qu'on parle de privatiser le parc olympique, mais qu'est-ce qu'on a fait avec la ronde? On l'a privatisé. Ah oui. Tu sais, parce que je me rappelle dans le temps, ça s'écroulait, la ville avait pas d'argent pour réinvestir là-dedans, c'était syndiqué au coton, il y avait des grèves, à chaque fois qu'il y avait une grève, ben là, c'était la première page du Journal de Montréal, le bordel, tout ça. Alors, tu sais, il y a vraiment des avantages à privatiser. Et l'autre avantage, puis tiens qu'un petit exemple, mais quand c'est privé, là, le gouvernement n'a plus besoin de s'en mêler. Le gouvernement n'a plus besoin de gérer. Le gouvernement n'a plus besoin de décider si oui ou non on permet ou on permet pas les gens d'apporter leur boîte à lunch, si c'est halal ou juif ou tout ça. Là, t'sais. Pour moi, la ronde, c'est un organisme privé. C'est comme une cabane à sucre avec des manèges, finalement. Oui. Puis moi, j'ai toujours pensé que le gars qui avait vendu de la soupe au pois sans jambon à des clients musulmans, ben c'était bien de ses affaires. Alors, pourquoi est-ce que le propriétaire de la ronde ne peut pas décider de ce qu'il va faire puis comment est-ce qu'il va l'offrir? C'est sûr que tu peux dire que c'est pas juste, OK? Parce que moi, j'ai pas le droit d'apporter mon lunch alors que l'autre personne a le droit d'apporter son lunch. Mais à partir du moment où tu sais que c'est comme ça, tu as le choix d'y aller ou pas y aller. Ben, c'est ça. Finalement. C'est ça. Tu sais, si, mettons, la ronde faisait une journée pour les handicapés, c'est moitié prix. Bon, on dirait, ben là, c'est plate, moi, je suis pas handicapé. Ben non, mais t'es pas handicapé, qu'est-ce que tu veux? T'sais, le propriétaire a décidé qu'il faisait une journée pour les handicapés ou qu'il faisait une journée pour les gays. Tu sais, une journée pour n'importe quelle minorité. Puis Six Flags, au Texas, ils ont fait, l'an passé, une journée pour les musulmans. OK. Avec buffet halal ouvert et endroit spécial pour la prière. OK. Puis mais les non-musulmans, les autres, est-ce qu'ils pouvaient y aller pendant cette journée-là? Non, pas cette journée-là. OK. C'est ça. Alors, les autres, ils ont décidé que... Ben, en fait, écoute, je sais pas s'ils pouvaient pas y aller. Ouais, parce que c'était le buffet halal, puis bon, tu sais... Alors, moi, je pense que quand c'est privé, il faut respecter ça, puis c'est... Mais mettons, je te le vire de l'autre bord, Adrien, parce que, tu sais, ça a été souvent, c'est une ligne qui est difficile à déterminer. Rappelle-toi, moi, je sors souvent cet exemple-là, dans les années 60, c'était l'argument que tu as utilisé pour combattre les propriétaires de commerce qui voulaient pas servir des gens de couleur noire. Ouais. Ils disaient, j'ai le droit de servir qui je veux dans mon restaurant, je suis une entreprise privée. Je comprends qu'on n'est plus au même niveau, mais c'est le même argument pareil pour une autre cause en 2013. Ça.
Ouais, puis tu sais, aujourd'hui, si tu avais quelqu'un qui disait je refuse d'accueillir des femmes dans mon bar, probablement qu'il n'y a personne qui irait, tu sais. Mais ça demeure que c'est une propriété privée, tu sais. C'est sûr. Mais là, c'est parce qu'on touche à une question religieuse, une question de race. Là, c'est sûr que c'est touché, tu sais. Ouais, c'est plus touché quand c'est religieux. Pas de la discrimination, on en fait. Tous les bars font ça, Ladies Night. C'est juste que c'est moins dommageable. T'as encore des clubs de golf qui permettent pas aux femmes de rentrer par la telle porte-là, faut qu'ils rentrent par une porte sur le côté. Ben voyons, toi. À Beaconsfield, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'est de même il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Oh oui, c'est quoi cette affaire-là? Mais il y a des clubs de golf où les femmes sont même pas permises. Spécial, ça. Ben oui, c'est très macho. Comme un gentleman club? Ben oui, un peu. Ben peut-être qu'il attire de la clientèle masculine, mais peut-être qu'il se prive de la clientèle féminine. C'est un choix à faire par ces gens-là. Mais comment on réagit avec ça en 2013? Je sais pas, je suis un peu pris au dépourvu. Là, toi, si t'aimes pas ça, Vincent, vas-y pas. Si t'es fâché contre ça. C'est sûr, mais on a des lois pour que tout le monde soit égaux aussi, là. Il faut que tout le monde soit égaux là-dessus. Au niveau public, au niveau public, t'as pas le choix de prendre l'autobus, aller dans les toilettes. Ouais. Mais quand tu rentres dans une entreprise privée, toi, dans ta maison chez toi, si tu décides, tu veux pas qu'il y ait de noirs qui rentrent dans la maison chez toi, t'as le droit de le faire, si tu veux. Ouais, non, c'est peut-être colon, mais t'as le droit de le faire pareil. Là. Ouais, ok. Ouais, vu de même, moi, c'est clair. Mais mettons que tu invites, Vincent, que tu invites des amis musulmans chez toi. Ouais. Bon, ben, tu sais, si t'es gentil, tu leur offriras pas du jambon, mais, tu sais, ou... ça va dépendre de l'attitude, effectivement. Mais, tu sais, je veux dire, c'est une question, tu vas les accommoder parce qu'ils viennent chez toi. Oui, tout à fait. Tu sais, puis eux autres, s'ils viennent chez toi, ben, j'imagine, mettons que t'es pas un fumeur, que t'es un non-fumeur, ben, ils vont, puis qu'eux autres, ils le sont fumeurs, ben, ils fumeront pas chez toi, tu sais. Non, c'est ça. L'accommodement, je trouve que ça va un peu dans les deux sens, tu sais. Mais c'est important de faire la distinction, pour moi, en tout cas, entre ce qui est privé et ce qui est public. Public, c'est plus compliqué, mais moi, je pense que privé, si la ronde ou si le propriétaire d'une cabane à sucre veut offrir de la soupe aux pois sans jambon, ben... ça, c'est un accommodement. Là. C'est un accommodement que lui a choisi de faire. C'est ça. C'est un choix. Mais le terrain de golf, je trouve ça bizarre en sacrément. Adrien, c'est tout le temps qu'on a. OK, parfait. Ça passe vite, le temps. Ça passe vite. Merci d'être venu encore. Et puis, la semaine prochaine? Ouais, à la semaine prochaine.